Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable. Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de gens, tant de suspects qui étaient innocents. Vous voulez rire? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas. Monsieur l'inspecteur général, mon directeur général vient de vous dire que seule la chance peut rattraper vos gels dorénavant. La chance, c'est moi, en vérité. Monsieur Mattei, je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Par contre, permettez-moi de me montrer sceptique quant à l'efficacité dont vous faites preuve quant à l'arrestation des coupables. Monsieur Mattei a les meilleurs états de service de la PJ depuis 15 ans. Ah ah, la belle affaire! On change en 15 ans. Croyez-vous que je sois resté le même depuis 1955? Nous changeons tous. En mal. Je suis bien prêt à offrir ma démission si c'est trop facile. Au contraire, je vous charge de retrouver vos gels par tous les moyens, et quoi qu'il vous en coûte. Vous le connaissez mieux que personne dans la maison. Un voyage à deux, en wagon, lit. Ça crée des liens. Même un voyage interrompu. Bien, je le retrouverai. Directeur général, j'en suis absolument certain. Je vous le souhaite à tous les deux, puisque vous vous en portez garant de votre subordonné, mon cher directeur. C'est exact, je m'en porte garant. Et n'oubliez pas, tous coupables. Même les policiers. Tous les hommes, monsieur Mattei. Il plaisantait ou il croit ce qu'il dit. Il y croit. C'est ça, sa grande idée. Le crime gît à l'intérieur de tous. Il suffit de le débusquer. Curieux homme. Un homme redoutable. Par quoi vous allez commencer? Par la routine, forcément. L'inspecteur général, seul dans son bureau. Dupuis, vous avez entendu? Oui, monsieur l'inspecteur général. Mais pourquoi ce nom de Mattei? Les cheveux blonds, les yeux bleus. Ce n'est pas normal pour un Corse. Apportez-moi son dossier. Voulez-vous? Avec les rapports de concierge et la liste de ses indicateurs. Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bourvil-Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 novembre 2019. Ce que je vous ai lu, c'est une petite transcription. Ouais, vous me direz, le libraire, il a du temps à perdre. Je vais y venir sur le temps que j'ai à perdre en tant que libraire. Je vais y venir d'ailleurs, ça va être le sujet de la vidéo. Alors oui, c'est une transcription, c'est un extrait tiré de Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, film qui est sorti en 1970, qui a remporté un énorme succès. Et c'est le dernier film dans lequel a tourné Bourvil. On y retrouve, entre autres, Alain Delon. Alors, c'est une histoire assez tordue, mais la petite séquence que je vous ai narrée, eh bien, c'est l'inspecteur général dans son bureau. Un bureau, un assez vieil homme, moustachu, tassé sur lui-même, renfrogné, dis-je, bourru, mais dans une pièce qui est remplie de livres, mais œil de lynx, livres de beaux livres, des belles reliures, des beaux livres. Non pas des faux beaux livres, mais assurément des beaux livres. Et un homme de lettres, donc cet inspecteur général, qui juge tous les hommes coupables. Alors voilà, ça commence comme ça, tous coupables. Ce qui faisait dire à Sartre, Sartre il disait tous innocents, tous coupables, quelque chose comme ça. Alors donc, je vous invite à le trouver, hein. Vous savez, on trouve de tout sur les plateformes.
Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville qui a servi d'inspiration aussi à Jim Jarmusch, le cinéaste américain. Et on a repris dans certains films de Jarmusch des séquences, à la fois du samouraï et à la fois le Cercle Rouge. Alors voilà, du temps à perdre, ouais. Alors je vais vous parler, je vais enchaîner, imaginez donc. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, peut-être que je vais finir par le trouver, ce lien-là, mais j'en suis pas sûr. Je vais vous parler de la rue Bélanger. La rue Bélanger, nous sommes situés dans l'arrondissement Villeray. Villeray lui-même est découpé en districts. Nous sommes dans le district François Parenteau. Et si on analyse la toponymie de ce district, ce sont tous des noms appartenant à la Nouvelle-France. Les Récollets, Sagard, là, je nomme les noms qui me viennent à l'esprit. Louis Hébert, naturellement, le premier colon. Et on sent la présence de ce vieux... La présence de ces fondateurs de pays. Et cette portion de Villeray, donc, ce district-là, est un vieux district bourgeois canadien-français. Alors, ce n'est pas un quartier en voie de gentrification, c'est un quartier qui est déjà gentrifié depuis un moment. Mais avec le boom immobilier, il y a deux Villeray. Il y a le Villeray-Ouest qui connaît une effervescence extraordinaire et il y a le Villeray-Est dans lequel nous sommes, nous, l'atelier librairie, le libre voyageur. Et celui-là, c'est beaucoup plus compliqué. Et la rue Bélanger, la portion Bélanger-Est, eh bien, c'est aussi la rue frontalière entre deux arrondissements et deux circonscriptions. Alors, les gens de Petite Patrie, alors la rue Bélanger, c'est la frontière. Alors, de l'autre côté de la rue, de la librairie, nous sommes dans la Petite Patrie Rosemont. Ici, nous sommes dans Villeray. De l'autre côté de la rue, nous sommes dans le comté au fédéral de Boulris, le dernier rescapé de la dernière élection, rescapé NPD. Ici, c'est Justin Trudeau, libéral. Au provincial, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, de l'autre bord de la rue. Ici, c'est... Je ne me souviens pas du nom. Bon. Alors, comme c'est une rue frontalière, eh bien, personne ne se sent concerné par cette rue-là. Les gens de Villeray jugent qu'elle est trop près de Rosemont et les gens de Rosemont jugent qu'elle est trop près de Villeray. Alors, pourtant, nous sommes à 10 minutes à pied, 11 peut-être, du cinéma Beaubien et de la très fashion rue Beaubien, dont les loyers maintenant dépassent ceux de l'avenue Mont-Royal. Et la rue Beaubien, par contre, ce que c'était il y a une douzaine d'années, eh bien, on ne peut pas imaginer ce que c'est devenu. Maintenant, tout autour du parc Molson, il y a les duplex, les triplex, ça dépasse très aisément le 1 million de dollars. La bulle immobilière, elle est incroyable. Mais je vais vous parler des commerces qui sont entre Papineau et Iberville. Bon, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce sont tous des commerces de destination et ce sont tous des commerces très anciens qui ont 40, 50 ans d'existence. Ça, il faut le faire. Bon, sur Bélanger, au coin d'Iberville, il y a un magasin de chaussures dont le nom m'échappe, des chaussures orthopédiques. Ils sont là depuis au moins 40 ans. Il y a les Deux Fours, il y a Roberto. Là, je vous nomme des restaurants. Les Deux Fours sont là depuis au moins 1980. Roberto est là depuis 1980. 40 ans, là. Anita Roy. C'est de Anita Roy dont je vais vous parler dans quelques minutes. Peut-être je vais conclure cette vidéo-là avec Anita Roy. Il y a un magasin aussi, on continue, un magasin où on vend de l'eau pure et des savons. Ils sont là, si j'en regarde la décoration et la mise, pas la mise en marché, mais le setup, comme on dit en bon québécois, eh bien,
Ça date aussi des années 80. Il y a un magasin où on vend le disquaire, est là depuis les années 80. Il vend des cassettes aussi. C'est une toute petite boutique faite sur le long. C'est assez incroyable. Et là, lui, il doit être là depuis au moins 1980. Il doit être là depuis au moins 40 ans. Un magasin de lézards et de tarentules. Et ça, on décide d'aller là. Hein. Si on a un lézard à nourrir, on se rend sur la rue Bélanger. Hein? Et on a tous un lézard à nourrir quelque part. Le mien, mon lézard est là. Hein? Il n'y a pas de souci à se faire. Bien nourri, ce lézard-là. Philatéliste. Les philatélistes. Il est là au moins, lui aussi. Depuis le milieu des... Ah, j'ai oublié le galeriste Roussel, qui a été fondé par la sœur du célèbre sculpteur Roussel. Ils sont là aussi depuis au moins 1970. Ah, là, j'en oublie. Il y a un photographe qui s'appelle Lalonde, incidemment, qui est là aussi depuis une éternité. Alors, tous les commerces qui sont entre Iberville et Papineau, ils sont tous là depuis le Luminaire, Aumier. Ils sont tous là, qui est là depuis, lui peut-être, 1960. Ils sont tous là depuis plusieurs décennies. Ce sont des commerces de destination. On décide de s'acheter une lampe. On décide de vendre la collection de thèmes du grand-oncle. On décide d'aller bouffer une glace chez Roberto et on décide d'aller visiter l'atelier librairie, le livre voyageur. Tous les commerces dans cette portion de Bélanger-là sont visités par des gens qui font un acte de volonté. Bon, parlons d'Anita maintenant. Bon, Anita, l'année dernière, Fabienne et moi, elle organisait sa vente annuelle. Nous sommes allés la saluer, nous sommes allés nous présenter. L'accueil a été plutôt tiède, hein, euphémiste, pour ne pas dire frais. Il faut dire qu'elle était très occupée, Anita. Il y avait beaucoup de dames qui profitaient de sa vente. Et Anita, bon, elle doit avoir au moins 80 ans, Anita. Petite femme, je la vois balayer le pas de sa porte. Elle doit être là, Anita, depuis 50 ans. Et elle vieillit avec ses clients. Je présume, elle est d'un abord plutôt bourru. J'espère qu'elle ne tombera pas sur la vidéo. Elle est d'un abord un peu bourru, un peu grognonne. Mais sa boutique est impeccablement tenue. Elle présente des nouvelles collections, hein, régulièrement. Elle annonce ses nouvelles collections. Je ne saurais trop juger des vêtements qui sont dans sa boutique, n'étant pas une fashion victime, et étant, euphémisme encore, assez peu spécialisé dans le vêtement pour dames, disons, d'un certain âge. Mais ce que je retiens d'Anita, c'est clair, Anita Roy ne prendra jamais sa retraite. Et c'est là que moi, j'interviens. Moi, je ne prendrai jamais ma retraite non plus. J'ai compris ça à l'âge de 36 ans, que jamais je ne la prendrais. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler et comme si jamais j'étais pour arrêter de travailler. Ça fait déjà un bon moment que j'ai pris cette décision-là. Et le plan d'affaires que nous avons établi, Fabienne et moi, est un plan d'affaires antifragile. Ça veut dire on n'est pas obligé d'avoir de grands rendements pour survivre. Mais il faut s'amuser quand même. Alors, c'est pour ça que je vous ai offert en introduction cette petite mise en scène du film de Jean-Pierre Melville. Parce que je prends mon temps. Comme je vais travailler encore au moins 20 ans et que je vais finir par devenir un vieil homme derrière son comptoir, et je vais sans doute développer une manière de faire où je vais m'installer dans le fond de la librairie, je vais relire mes livres et je vais avoir le plaisir de... J'allais dire une énormité, mais je vais me retenir.
Dans mon métier de libraire, quand j'ai commencé il y a 27 ans, il y avait des gens dans le monde littéraire qui faisaient la pluie et le beau temps. Il y avait des écrivains qui étaient sur toutes les lèvres. Il y avait des tirages faramineux. Ils défaisaient les opinions. Et j'en ai vu beaucoup d'entre elles, disparaître dans les limbes. On ne sait même plus qu'ils existent. Il y en a quelques-uns qui m'agacent prodigieusement, qui sont là, qui font la pluie et le beau temps, qui nous servent de la moraline. Là. C'est peut-être pour ça aussi, hein? Tous les hommes... Tous les hommes sont quoi déjà? Tous les hommes sont coupables. Alors, des auteurs, à les lire, à les écouter, ils ne feraient pas de mal à une mouche. Ils sont très inquiétants, ceux-là. Et je me dis, si je tiens le coup encore 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, eh bien, peut-être j'aurai le grand bonheur de voir ces gloires du jour s'effacer, sombrer dans l'oubli, disparaître. Tandis que moi, je serai là, pareil à une Anita. Je balayerai devant le pas de ma porte. Allez, allez, allez. Alors, quand on se prépare pour travailler si longtemps, eh bien, on peut prendre son temps. Hein? La notion de temps, la notion d'après est exclue. Est-ce que je conclus en vous parlant du livre de Marc Fortier, consacré à Mathieu Bock-Côté? Je sais pas si je... Je sais que j'ai sur ma page Facebook, j'ai Mathieu Bock-Côté n'a pas besoin d'être défendu, évidemment. C'est un grand gaillard qui maîtrise bien l'écriture et la parole. Mais je m'interroge quand même sur Marc Fortier. Non, c'est pas un joueur des Nordiques. Hein? Non, c'est pas un joueur des Nordiques. M'interroge sur... prend pas de risque. Hein? Il met les rieurs de son côté. Je sais pas. Puis d'autant plus qu'il publie son livre dans la maison d'édition qu'il dirige. On peut pas parler de népotisme, mais on peut assurément... n'a pas dû être trop difficile pour lui de trouver un éditeur. Et il va surfer là-dessus, mais j'ai l'impression que ce livre-là va le hanter, finalement. On va être quelques-uns, en tout cas, je fais partie de ceux-là on est curieux de savoir ce qu'il y a dans le ventre, Marc Fortier. S'il n'est pas... on est curieux de savoir et de surfer comme ça sur le travail d'un autre. Et puis nous, comme vous le savez, on a organisé la fameuse conférence là, qui a été annulée. Et j'ai compris des choses les 10 jours qui ont suivi la conférence. Conférence qui a été suite à des pressions. C'est peut-être ça aussi le lien là, que je suis en train de faire, hein, avec tous les hommes sont coupables. C'est que depuis Charlie Hebdo, eh bien, il y a plein de monde qui menace plein de monde. Moi, c'était mes héros, ces gars-là. Bernard Maris, Wolinski, Cabu. Ceux-là, je les connaissais bien. Les autres qui sont morts, je les connaissais pas. Mais Wolinski, Cabu, Bernard Maris, qui a fait un merveilleux livre, en fait, un petit livre avec Gilles Dostaler, là, le grand spécialiste de Keynes. Eh bien, on les a tués pour les faire taire. On les a tués pour les faire taire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'hésitent pas à menacer des gens, sous prétexte qu'ils ont des tribunes importantes. Alors, les 10 jours qui ont précédé la fameuse conférence, j'ai reçu, au bas mot, 250 coups de téléphone de gens qui, assurément, provenaient de tous les milieux sociaux. Des intellectuels, des ouvriers, des manœuvres, des employés, des gens qui acceptaient pas l'intimidation, acceptaient pas que Mathieu Bock-Côté soit victime d'intimidation. Et qui nous ont remerciés d'avoir tenu cette conférence-là, qui nous ont remerciés.
250 coups de téléphone, aucun coup de téléphone négatif. Aucune menace, aucune pression. C'est pas de la censure. La vraie censure, c'est une censure d'État. C'est le premier mouvement, l'État t'empêche de parler. Deuxième mouvement, ce qui s'est passé avec Charlie, c'est pas de la censure. C'est un carnage. Un carnage. Des types sont rentrés avec des kalachnikovs. Ils ont arrosé tout le monde. Ils les ont abattus. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau. Un livre magistral sur l'écriture et sur la lecture. Et le lambeau, c'est peut-être le papyrus aussi. Hein? Le lambeau, c'est le corps du texte. Un livre gigantesque. Si vous voulez, vous savez tout le mal que j'ai pensé de sérotonine, si vous voulez vous purger de sérotonine, allez vous greffer un lambeau. Vous allez voir, c'est très efficace. Alors, c'est plus de la censure, là. C'est un massacre. Et depuis ce temps-là, ça marche. Hein? Ça marche. J'irai pas dire que tel intellectuel utilise son clavier d'ordi comme une kalachnikov. Mais assurément, il y en a qui travaillent en meute, se mettent en groupe, là, comme des hyènes. Là. Et ils intimident. Ils exigent des explications. Ils mettent de la pression. Est-ce qu'ils sentent, est-ce qu'ils sont du côté de Bernard Maris ou de Wolinski? Ou ils sont du côté des frères tueurs, des gars de Charlie Hebdo, et des femmes. Y a-t-il une femme? Il y avait une femme, il me semble, dans le lot. Oui, deux même. Ma mémoire est bonne. Alors, il faut du courage. Il faut du courage pour continuer à parler. Une atmosphère pestilentielle de silence, d'intimidation, d'obligation à se taire. À se taire parce qu'on n'est pas du bon bord de la clôture. Je dois avouer que pour moi, j'allais dire une grosse connerie, là. Mais le livre de Fortier relève de ça, de cette violence-là symbolique. On veut faire taire quelqu'un. Puis on va juger que parce que le gars est stipendié par de grandes compagnies de communication, hein, on ne va pas le nommer, Québécois, mais que ce soit lui ou tous les autres, ce sont des agents libres. Ils peuvent perdre leur job à tout moment. Je ne connais pas la situation professionnelle de Marc Fortier. On va l'appeler Marc. Je souhaite d'avoir un bon fonds de pension, la sécurité d'emploi. C'est ça aussi qui est gênant par les temps qui courent. C'est toute cette gauche-là confortable. Là. Confortable. Qui ne savent pas c'est quoi être un Anita Roy qui balaye devant sa porte tous les jours. Qui est exposé durement au... Pas de fonds de pension, là, nous. Hein. Vous savez, un fonds de pension pour un prof, là, c'est 1 million de dollars. Ils ne savent pas. Ils sont déjà millionnaires. Alors, on dit ça, voyons donc, je vais avoir juste 50 000 dans mon fonds de pension. Ouais. Mais pour générer 50 000 dollars de revenus annuellement jusqu'au tombeau, il faut que tu disposes d'1 million de dollars. Alors, si en plus, tu réussis à faire des bons placements, t'acheter une maison, patati patata, là, tu deviens très, très, très confortable. Dans tes vieux jours, quand tu auras pris ta retraite. Retraite qui risque d'être assez ennuyeuse, hein? Parce qu'il y a pour ces gens-là, pour certains fonctionnaires de l'État, dont un certain là, qui lui fait des rapports de police. Quelle misère, ce type-là. Je ne le nommerai pas, là, mais quelle misère. Dans ses jours de loisirs, là, ce qu'il fait, là, il fait des captures d'écran. Imagine-toi. Imaginez-vous donc. Un captureur d'écran. Hein? Le Elliot Ness de l'intelligentsia québécoise. Le petit caporal. Quelle misère de voir ça. C'est ça la question. Hein? Êtes-vous du côté de Charlie ou vous êtes du côté de ceux qui utilisent des méthodes d'intimidation puis qui vont en bande, hein? Comme des gangs? Ouais, quel enchaînement. Hein? Je suis passé de Jean-Pierre Melville à Mathieu Bock-Côté.
Un point commun, Mathieu et moi. C'est là où on appartient vraiment à la même famille. Pour le reste, on peut rentrer dans les détails, là. C'est que on est des indépendantistes. Et puis tant qu'à moi, tant que l'indépendance n'est pas faite, on peut bien dire tout ce qu'on veut. On reste un peuple annexé. Et puis on peut prendre toutes les décisions qu'on veut. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire que ça ne marche pas notre affaire. Puis ceux qui s'imaginent que la main tendue, la main tendue, la main tendue. C'est quoi, là? Qu'on fait sécession, qu'on défait un pays pour en fabriquer un autre, plus petit, à notre convenance, sans que ça se passe mal. Si vous jugez la loi 21 qui a fait du trouble, ou c'est une loi en tout cas qui crée des problèmes, imaginez-vous ce que ça aurait été un référendum gagnant pour l'indépendance. J'ose même pas imaginer. Forcément, si on est du côté du bien, puis on a le temps, le grand soir, tout ça, puis avec les hyènes qui vont en bande, on n'aura rien. On va rester dans le système capitaliste, on va rester annexé au Canada, rien va se passer. Mais j'ai l'impression, pour beaucoup, au fond, ce sont des réactionnaires qui s'ignorent. Ça, c'est affreux. Ils savent même pas, mais au fond, là, secrètement, ils espèrent que rien ne se déroule. Jamais. Ils le diront pas. Le cœur sur la main, ils veulent le changement, ils veulent l'égalité, ils veulent la justice sociale. Ils sont prêts à subir combien de baisses de salaire, au fond. Quand on les écoute comme faux, là, la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est leurs conditions de travail. Vous voulez rire? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas. Merci. C'était longue, celle-là. Pourquoi j'avais des choses à vous dire. Merci. Bonne journée à tous.